Bonsoir à tous. Merci d'être restés jusqu'à cette troisième table ronde et de ne pas avoir cédé aux sirènes de l'apéro trop vite. Donc nous allons parler aujourd'hui de la garantie à l'emploi, mais avec effectivement aussi un prisme écologique. Donc j'ai à mes côtés Cécile Cornet, qui est députée fédérale en Belgique, du parti écolo, et donc qui nous fera part du point de vue belge sur cette initiative. Et ensuite, j'ai à côté de moi également Yannick Salman, qui lui est chef de projet au Shift Project et qui pilote donc les chantiers emploi, finance et macroéconomie dans le cadre du fameux PTEF. Et enfin, nous avons Sébastien Rome, qui est ancien élu local d'un parti que je ne peux pas mentionner, et qui est membre de l'équipe Travail, Emploi et Production de l'Union Populaire, et donc qui nous fera part de son expérience terrain. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner d'abord la parole à Cécile, puisqu'elle a également un Thalys, donc elle devra nous quitter peut-être un peu avant la fin, pour qu'elle nous parle de cette expérimentation, en tout cas de cette expérimentation qu'ils souhaitent mettre en place en Belgique. Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc oui, je m'excuse à l'avance si les travaux devaient se prolonger au-delà de 18h45, auquel cas je quitterai la salle, quoi qu'il arrive, pour aller chercher le Thalys. On m'a demandé de venir parler de notre expérience en Belgique et d'avoir une vision un peu macro sur en quoi la garantie d'emploi répond en fait à l'enjeu de reconstruction écologique. Je trouve ça très gentil de nous inviter à venir en parler parce qu'en fait, en Belgique, on est venu beaucoup voir ce que vous faites en France et on a trouvé ça super, alors on l'a ramené en Belgique et là maintenant, on est en train de ramer pour le mettre en œuvre. Alors c'est très gentil de m'inviter pour venir raconter comment on rame en Belgique à vous qui avez déjà des expériences qui fonctionnent. La boucle est bouclée, c'est vraiment intéressant. Donc peut-être reconstruction. Oui, mais reconstruction à partir de quoi? Peut-être juste partir de quelques constats en Belgique. Au niveau environnement, la Belgique est un pays qui a une empreinte écologique très importante. Il était le 5e pays le plus pollueur il y a quelques années. On a des objectifs très ambitieux en termes de diminution des gaz à effet de serre et ce n'est pas étranger au fait que les écologistes sont présents dans les gouvernements non seulement wallons mais aussi fédéraux. Enfin, le gouvernement fédéral. En 2019, on a eu cette énorme vague des manifs d'étudiants qui ont vraiment boosté aussi. C'était en pleine campagne électorale chez nous. Donc en 2019, il y a vraiment eu, je pense, un déclic aussi par rapport à l'aspect environnement. Sur l'aspect emploi, on a un taux de chômage qui est de 6,6 en Belgique, mais avec des particularités, c'est-à-dire qu'il est très, très disparate. Il n'est pas du tout le même dans le nord et dans le sud de la Belgique. On a 4% en Flandre, on a presque 14% à Bruxelles et on a 9% en région wallonne. On a un taux d'emploi qui reste faible et différents constats par rapport au marché de l'emploi qui est que malgré que la Belgique est un tout petit pays, on fait 300 km d'un bout à l'autre, eh bien la mobilité des travailleurs est très très compliquée. Donc en fait il y a des régions en Flandre donc, où on parle néerlandais, il y a plus de travailleurs français que de travailleurs wallons, alors même qu'à 30 km de là on a un taux de chômage de 14-15%. Donc ça fait partie des incongruités du marché du travail en Belgique. On a des métiers en pénurie, plusieurs, et un constat, c'est qu'en fait, pour le moment, le marché du travail épuise les travailleurs. On a un taux de burn-out et de personnes qui sont en arrêt maladie longue durée, donc de plus d'1 an, qui a explosé ces dernières années. Donc en fait, on est vraiment dans un contexte où le travail épuise. Et ça, c'est vraiment un constat dramatique. En termes de pauvreté, on a bien sûr donc 1/5 des personnes qui ont un risque de pauvreté et on a 4% des travailleurs qui sont pauvres. Donc les gens bossent, mais ils sont pauvres. Donc on a aussi ce contexte de pauvreté qui est présent même en situation de travail. Enfin, dernier élément de constat, c'est la question de la confiance et de la défiance des citoyens. Et ça, je pense qu'on le vit partout. Et clairement, la crise Covid n'a pas amélioré la confiance, sauf
sauf qu'en fait est arrivé dans plein d'endroits où ça n'était pas encore présent, cette conviction qu'en fait l'État a quelque chose à faire lorsqu'on est face à une crise, que l'État a pu protéger les plus faibles, que l'État a pu mettre en place une série de stratégies pour protéger et que l'État pouvait avoir, ou la collectivité pouvait avoir un rôle central dans la protection des plus faibles. Alors pourquoi Écolo travaille sur la question des territoires zéro chômeur? Pourquoi c'est au cœur de notre projet de transition écologique? Parce qu'avant on parlait de transition écologique, puis on s'est dit ouais mais non, en fait la transition écologique on est au clair, c'est solidaire, elle doit être solidaire aussi, donc écologique et solidaire. Mais je crois aujourd'hui on peut affirmer que pour nous écolos, la transition écologique est solidaire. Elle n'est pas écologique et solidaire, la transition écologique, elle est solidaire. Et pour illustrer ça, je partage avec vous, ce matin, dans le train, je regardais un peu les réseaux sociaux et je vois un post de ma collègue Zoé Genot, qui est députée bruxelloise. Et à Bruxelles, ils ont un système d'observation de la qualité de l'air avec 2000 ou 3000 points d'observation avec de machines qui mesurent, quoi. Et elle partage et elle dit « Mon quartier est dans la commune la plus pauvre de Belgique et est bien sûr une des plus polluées, alors que 70% des familles de ma commune n'ont pas de voiture. » Évidemment que la transition écologique est solidaire et que quand on fait de la transition écologique, on travaille pour améliorer l'environnement de tout le monde et en premier des plus précaires et des plus fragiles. Alors, comment s'articule le projet écologiste en Belgique? Et je vous en ai parlé, l'environnement sain pour tous, mais évidemment une grosse attention à la question de la solidarité et à une société juste, avec une sécurité sociale correctement financée, avec des emplois de qualité, je vous disais, pas des emplois qui épuisent, mais des emplois qui enrichissent non seulement pécuniairement, mais aussi humainement, un emploi qui émancipe, un emploi qui a du sens, et on en a parlé tout à l'heure par rapport au sens du travail et au bullshit job, où je pense que c'est l'expression, et aussi un droit dans notre réflexion, un droit à faire autre chose que du travail productif. Comment on fait pour tenir compte de ce travail productif? Par exemple, autre illustration, c'est on est dans une réforme des pensions et on constate que les femmes ont des plus petites pensions que les hommes. En fait, elles ont beaucoup passé du temps à s'occuper des enfants. Alors oui, on voudrait que les femmes puissent se constituer des droits propres, mais on est dans une situation où les femmes ont objectivement des pensions inférieures et ont moins travaillé, moins cotisé. Et donc, comment on fait pour valoriser ce temps qu'elles ont passé à s'occuper des enfants et à faire d'autres activités que de l'activité salariée productive? Je refais le lien donc, avec le débat entre emploi et travail. Donc, dans ce projet d'une société solidaire, il y a évidemment la justice fiscale, évidemment un tissu entrepreneurial qui est sain et qui est évidemment à l'opposé total de la financiarisation de la société, dans des circuits courts. On en a parlé à plusieurs reprises. Pour nous, c'est vraiment un élément hyper central du renouveau de l'économie et du développement de l'emploi partout, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Et enfin, un troisième gros paquet qui est le paquet de la gouvernance et du vivre ensemble. En fait, dans le projet écologiste, chez nous, chez Écolo, c'est le citoyen est au cœur, le citoyen dans sa capacité de choisir, sa capacité à prendre des décisions, choisir qui n'est pas non plus une démarche où on remet la responsabilité sur les personnes. On n'est pas dans un mode développement personnel, vous êtes responsable de votre vie et si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est de votre faute. C'est pas du tout cette logique-là. C'est vraiment de rendre les personnes capables avec des formations, avec d'autres choses, et les remettre au cœur du dispositif. Vous comprenez où je vais en venir avec les territoires zéro chômeur. Donc les citoyens qui participent aux décisions, par exemple avec le droit de vote dès 16 ans, et une participation de l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les hommes autant que les femmes. Dans tout ce projet écologiste, depuis un paquet d'années maintenant, on a un élément qui a été pas mal développé en Wallonie, ce sont les alliances emploi-environnement. Et ça fait très, très précisément écho à la question de cette table ronde, dans le sens où Écolo a proposé des alliances emploi-environnement, c'est-à-dire on a investi de l'argent public pour aider les citoyens à isoler les maisons et à produire et s'équiper en énergie renouvelable.
Donc en fait, on a favorisé des secteurs qui étaient durables. Hein, donc, je refais le lien évidemment avec la question, la question de la définition des secteurs qu'on va choisir, comment est-ce qu'on les choisit. Ici, c'était une décision politique d'aller vers l'isolation des bâtiments parce qu'on estimait qu'il y avait un potentiel, parce qu'une série d'études montrait qu'il y avait un énorme potentiel. Et au moment de l'évaluation, hein, donc, de 2009 à 2014, Écolo était dans le gouvernement en région wallonne. Et au moment de l'évaluation, Jean-Marc Nollet, qui était ministre de l'Énergie, nous disait que les citoyens ont épargné 550 millions entre 2010 et 2014, que ça pouvait monter à plusieurs milliards, et là, avec les années passant, et là, avec le prix de l'énergie, évidemment que c'est sans doute encore plus. Création de 5 500 emplois, 420 000 bénéficiaires. Donc c'est vraiment une vision où on allie l'emploi et l'environnement pour obtenir plus de bien-être pour les personnes. On est bien loin de l'écologie punitive dont certains aiment, à propos de laquelle certains aiment pérorer, mais ici, on est vraiment dans quelque chose qui protège les gens, qui les rend plus autonomes au niveau de leur production d'énergie. Évidemment, dans le contexte actuel, ça fait doublement ou triplement écho. Et donc, très logiquement, dans ce projet écologique que j'essaie de dessiner en grande ligne, évidemment que les territoires zéro chômeur, c'est un projet qui nous a tout à fait séduit, dans le sens où on part de la personne n'est inemployable, et ça, c'est vraiment une façon de renverser le paradigme. Je pensais vraiment qu'on allait dire renverser le paradigme au moins 100 fois aujourd'hui après-midi. Finalement pas, mais moi je l'aime bien, et je trouve que ça explique tellement bien la façon dont on renverse les choses que je veux l'utiliser. On est séduit aussi par le fait que l'emploi, c'est un bien commun. Ce n'est plus l'apanage du privé, l'apanage des entreprises. On est séduit par la dimension de coopération entre les différents acteurs. Et on a bien vu que pour qu'une initiative marche, il faut qu'elle puisse être le fruit d'une coopération, le fruit d'un travail collectif de tous les acteurs sur un territoire donné. Évidemment, la démarche volontaire est importante, et ça, on peut y revenir aussi par rapport à l'aspect culturel. Et évidemment, l'utilité et partir des compétences des personnes. Donc voilà un peu comment le territoire zéro chômeur nous séduit. OK, on est séduit, très bien. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Eh bien, ça arrive dans les accords de gouvernement. Alors en 2019, on a eu des élections, et en région wallonne et au fédéral, on a réussi avec d'autres partenaires, parce que c'est toujours une victoire à plusieurs. En Belgique, on fait des coalitions de plusieurs couleurs. Au fédéral, nous sommes 7 partis de 4 familles politiques différentes. Donc, l'expression compromis à la belge, vous comprenez qu'on en est toujours très très fiers, parce qu'effectivement, ça fait le contenu de notre boulot H24. Donc on arrive à mettre, avec des alliés, on arrive à mettre ça dans les déclarations de gouvernement, à la fois à la région wallonne, à la région bruxelloise et au fédéral. Évidemment, ce n'était pas facile parce que, comme je vous le disais, en Flandre, ils ont 4% de chômage. Ils ne savent pas ce que c'est le territoire zéro chômeur. En plus, ils n'en ont pas tellement besoin. Donc, il a fallu vraiment convaincre. Donc, ça a été aussi l'objet de pas mal de marchandage. Il y a une culture qui est différente. Et quand je disais, dans le nord du pays, on ne connaît pas bien le dispositif, le projet. Mais, par exemple, une organisation comme ATD Carmont, maintenant développe vraiment, travaille vraiment sur la question, ce qui était assez absent il y a quelques années. Donc ça n'a pas été facile de faire atterrir ça dans les accords de gouvernement. Pourtant, on avait des études de faisabilité juridique. Alors, on en a parlé tout à l'heure, le précédent orateur a parlé de l'étude de l'ULB et de la KUL, l'université de Leuven. Alors, la particularité, c'est qu'au niveau de la structure, le coût est à la région et le bénéfice est au fédéral. C'est magnifique. Et donc, ça ne facilite pas, évidemment, la mise en œuvre du projet. Donc, c'était déjà une forme de victoire d'arriver à le mettre dans des accords de gouvernement. Ce sont des ministres socialistes à la région wallonne
et au fédéral. Et alors là, la victoire, c'est qu'en fait, ça commence en région wallonne. L'appel à projet vient de partir, là, maintenant, le 11 mars. Et donc, c'est financé en partie par le Fonds social européen. Ce sont pour des chômeurs qui ont déjà 2 ans d'inactivité. Ce sont pour des activités utiles à la collectivité, c'est comme ça que c'est formulé. Et ce sera financé non pas par le fédéral qui va rétrocéder, par exemple, les allocations de chômage, mais par une dispense de paiement du précompte professionnel. Donc, grâce à une dispense d'impôt qui va être gardée par l'entreprise. Et donc, qu'on trouve dans les systèmes de zones franches. Mais qui va répondre à cet appel à projet? Et évidemment, vous vous en doutez bien, ceux qui sont déjà prêts, et c'est très bien, parce qu'ils ont déjà préparé le travail, et ils sont engagés dans cette dynamique pour pouvoir répondre, en fait, maintenant qu'il y a cette opportunité d'un financement au niveau de la région wallonne, puisque la région wallonne a fini par trouver une grosse part de financement par le Fonds social européen et une petite part par les diminutions de précompte professionnel, eh bien, ceux qui sont prêts vont pouvoir rentrer des projets. Alors, on verra un peu comment ça va aboutir, et peut-être quelques éléments de conclusion. C'est que quand on choisit une société inclusive, évidemment que le territoire zéro chômeur répond à plusieurs enjeux de ce choix politique, et que ça a du sens. Qu'au cœur de ce dispositif, il y a le choix de la personne, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et ça doit le rester. Et dans la mise en œuvre, il faut vraiment, enfin, nous et moi et avec mes collègues, évidemment, nous serons terriblement attentifs au fait que le choix de la personne reste au cœur du dispositif, qu'on ne soit pas dans une dynamique contrainte. Si vous m'interrogez ensuite sur les différences culturelles ou sur les freins, je vous parlerai de comment c'est vu en Flandre. On reconnaît la valeur de la personne, on valorise le travail qui est utile et pas nécessairement le travail comme on l'entend, ou l'emploi comme on l'entend habituellement. On mobilise tous les acteurs et donc on doit faire de la contagion culturelle parce que globalement on est quand même minoritaire à penser que c'est bien. Donc on doit encore convaincre beaucoup de gens. C'est intéressant parce que ça permet d'orienter l'économie, notamment dans des circuits courts et dans de la production localisée. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à une vision d'écologiste. Enfin, ce changement de paradigme où on part de ce que les gens savent faire et pas de ce que le marché du travail est prêt à offrir. Je voudrais ajouter un point d'attention qui est celui du genre. Puisqu'on est dans des emplois qui sont utiles à la collectivité, il ne faudrait surtout pas qu'on envoie les hommes faire des activités vertes et les femmes faire du care. Et ça me permet d'attirer l'attention. Regardez, nous sommes 12 à être montés sur cette estrade. Nous étions 3 femmes. Mesdames, prenez la place dans ce débat. Vous avez des choses à dire. Donc, un point d'attention pour le genre. Je trouve que c'est important de l'avoir de façon transversale et notamment dans une dynamique de résorption du chômage ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas de pas de chômage et que chacun puisse y trouver sa place, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, quel que soit aussi son appartenance, je pense, donc femme, mais aussi personne porteuse d'un handicap ou personne issue de l'immigration. Voilà, avec ces points d'attention, je clôture en vous partageant ma grande envie de voir ce que ça va donner en Wallonie et l'envie aussi de continuer le débat avec vous. 16 minutes 59, ça va. Bravo, merci beaucoup. Justement, on va vous donner encore plus... On va essayer de vous donner encore plus envie. Je vais donner la parole à Sébastien, puisque lui, il a pu voir de première main une expérimentation de territoire zéro chômeur. Alors oui, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, de première main, pas encore mise en place. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est toute la phase de création, en fait. Et le dossier est déposé. Il y a 180 pages qui sont déposées. Il y a une instruction actuellement. Et donc, Laurent Grand-Guillaume, avec l'ensemble des équipes, vont pouvoir regarder le dossier de l'ODEV. Donc, une petite ville, sous-préfecture dans l'Hérault, au pied du Larzac. Le Larzac, ça dit quelque chose à beaucoup plus de monde que l'ODEV. Donc, une ville, alors j'y étais élu avant, c'est un peu un lien avec si je
suis ancien élu, c'est un peu un lien avec Territoire Zéro Chômeur, j'y reviendrai peut-être. J'avais en charge la politique de la ville. Alors, il y avait eu une réforme qui avait été faite et la politique de la ville était généralement liée aux grands ensembles qui étaient donc dans les grandes villes, dans les métropoles. Et puis, il y a une cartographie de la pauvreté qui a été faite en France et on a redéfini en fait les quartiers prioritaires à partir de la pauvreté. Et donc, du coup, tout un tas de petites villes, notamment dans leur centre, ont été repérées. Et donc, c'est ce que certains ont appelé la France périphérique. Alors, je vais y revenir, pas du tout périphérique en fait. Mais c'est important parce que comment l'idée est née en 2017-2018, j'ai cette idée, je connais les expérimentations qui commencent à être mises en place et je me dis, mais c'est ça qu'il faut pour notre territoire. Alors, je suis élu dans la majorité, mais l'idée, ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, c'est pas un dispositif. Territoire Zéro Chômeur n'est pas un dispositif et il faut absolument sortir de cette logique-là. Donc c'est un projet. Et en fait, je suis aussi instit et on voit que des enfants parfois ont des difficultés et ils arrivent à sortir de leurs difficultés quand on les remet en projet avec les familles. Et donc, quand il y a une perspective qui se met en place. Et je crois que c'est un processus extrêmement humain. Parce que les territoires, d'un point de vue global, mais aussi les personnes privées d'emploi de manière durable, en fait, elles retrouvent leur énergie, leur envie de faire quand elles se remettent en projet et quand le territoire se remet en projet. Et donc, c'est cette analyse-là qui est faite. Et il y a une réalité à essayer de comprendre. Alors, ça a été dit tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Il y a, sur l'ODEV, effectivement, il y a un taux de chômage extrêmement important, mais pourtant, il y a plus d'emplois que de personnes sur le territoire. Ça veut dire que tout autour, en fait, dans les villages, parce que tout autour, on a des villages, ce sont les gens qui viennent travailler dans la ville. Mais en fait, la ville et ce territoire ne produit rien. C'est pour ça que quand je dis que souvent on dit la France périphérique, c'est les métropoles qui aspirent les richesses du territoire. Non, pas du tout. Hein. Elles n'aspirent rien du tout puisqu'il n'y a rien qui est produit sur ces territoires. Le principal vivier d'emploi, c'est l'emploi public. Alors, je suis instit, donc il y a les écoles, bien évidemment, mais il y a des EHPAD, il y a l'hôpital, il y a tout ce qui est lié à la sous-préfecture, la ville, la communauté de communes. Et ensuite, en fait, l'argent public aussi, il arrive à travers toutes les associations. Alors, les associations d'aide à domicile, donc ça, c'est aussi de l'argent public qui indirectement arrive. Il y a les retraites, on a une population beaucoup plus âgée. Alors là aussi, c'est de l'emploi de l'argent de redistribution. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont aux minima sociaux. Et donc, il y a aussi cet argent public-là. Et donc, en fait, il y a une structure économique qui n'a rien à voir avec la structure économique telle qu'elle est pensée, telle que Hollande l'a poussée. Hein. Donc, on va tout mettre sur les métropoles, on va être dans la mondialisation, on va faire en sorte que nos régions soient fortes pour pouvoir être comme des landers dans la concurrence internationale. En fait, tous ces territoires n'y sont pas du tout. Ce ne sont pas des territoires oubliés parce qu'on met beaucoup d'argent public sur ces territoires, mais ils ne sont pas raccrochés à cette économie-là. Et donc, l'idée d'un territoire zéro chômeur longue durée, c'est de se dire, puisque l'argent public, et on ne fait vivre ces territoires qu'avec de l'argent public, d'où le fait d'une très grande sensibilité quand il y a un service public qui part. Parce qu'en fait, c'est comme si on enlevait une entreprise de ce territoire, on enlève des personnes de ce territoire. Donc c'est extrêmement sensible. Du coup, oui, avec un territoire zéro chômeur, on peut remettre ces territoires dans le circuit de la production. Et la production est écologique, mais je vais, autour de la question écologique, mais je vais y revenir. Et donc, voilà, donc comment on fait? On se dit, bon, j'ai cette analyse-là du territoire, mais comment on fait pour démarrer? Alors, comment on fait pour mettre tout le monde en projet? J'organise des matinales de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'idée étant d'inviter tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les institutionnels, à venir le matin entre 8h et 9h, parfois avec des sujets, parfois sans sujet. Et en fait, on se connaît, on prend un café, on discute. Voilà. Et à plusieurs reprises, je mets à l'ordre du jour l'emploi partagé, des choses comme ça. Jusqu'à arriver au bout d'un an
a posé la question du territoire zéro chômeur. Et là, en fait, tout le monde était préparé. On dit, ben oui, mais c'est ce qu'il nous faut. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a? Ces associations-là, elles ont été, en fait, il y avait les emplois aidés en France. Ils ont été supprimés au début du quinquennat de Macron. Et en fait, elles sont toutes, elles développaient des activités, mais elles étaient très à la peine. Et la collectivité, qui est une ville pauvre, était à la peine aussi pour pouvoir les aider. Et donc, une incapacité, alors qu'il y avait les besoins qui étaient repérés. Quand on parle de repérage des besoins sur le territoire, ils étaient repérés puisque les associations le faisaient. Le recyclage, les jardins partagés, quelque chose autour de l'arbre. Voilà, donc tout ça, c'était repéré. Et puis, donc, ces associations se disent, allez, banco, on y va. On essaye de réfléchir. Et donc, ce sont elles, avec des personnes privées d'emploi, qui vont démarrer le projet. Alors, ce projet-là, du coup, il rentrait en concurrence avec un autre projet qui est celle de l'économie, justement, qui se veut un peu mondialisée, de la concurrence, puisqu'il y avait un parc d'activités économiques où la région a mis 40 millions pour pouvoir faire attirer de la semi-industrie, d'autres entreprises qui sont dans la concurrence internationale ou au moins européenne. Eh bien, voilà, maintenant, ça fait plus de presque 10 ans, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'entreprise qui viennent. Voilà. Alors, de manière ironique, il s'appelle le parc Michel Chevalier. Michel Chevalier, c'est au 19e siècle. C'est un économiste qui est du Lot-de-Voix et qui a signé les accords, le premier à signer les accords de libre-échange avec l'Angleterre. Et donc, qui a libéralisé la France. Donc, on voit bien que le principe de libéralisation n'a apporté aucun emploi sur le territoire. En fait, on a des entreprises qui s'y installent, mais c'est des entreprises qui se déplacent en fait d'un endroit à un autre, parfois sans créer aucun emploi. Et donc voilà. Donc forcément, quand on commence à développer ce type de projet et qu'à côté on a mis tant de millions là-dessus, c'est pas forcément bien perçu. Par tous les élus. Donc voilà. Donc il y a des débats qui peuvent exister, mais peut-être il y aura la question tout à l'heure. Et donc du coup, l'ensemble des personnes commencent à se mobiliser. Alors on a de la chance, il y a un film qui est fait, que je vous recommande, qui montre le début de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Donc on en fait la promotion, et puis il y a une sorte de culture collective qui commence à se créer. Et toutes ces associations-là, elles drainent aussi tout un tas de personnes qui sont privées d'emploi. Et donc, elles s'agrègent. Et elles font ce premier travail de consensus sur le territoire et de repérage des travaux utiles. Et c'est là, en fait, que forcément la question écologique et de la reconstruction à la fois des personnes dans un projet, mais aussi du territoire dans un projet de territoire se fait jour. C'est-à-dire qu'on dit souvent « Oh, mais les métiers agricoles, plus personne ne veut en faire, c'est trop dur ». Quels sont les métiers que proposent les personnes privées d'emploi? Les métiers agricoles. Les métiers du lien, oh, mais il y a un turnover incroyable dans les métiers du lien. Mais qu'est-ce qui est proposé? Des métiers du lien. Alors, il y a quelque chose qui, effectivement, doit être repensé. Il faut inverser le paradigme. Comment ça se fait que ce sont ces métiers qui sont le plus en tension, où on n'arrive pas à recruter, qui sont les premiers portés par les personnes privées d'emploi? Parce qu'ils ont un sens. Ils ont un sens sur le territoire parce qu'on charge les personnes. Les personnes ont parfaitement compris qu'elles avaient à leur charge la transformation de leur territoire, que personne allait venir. Il n'y a pas d'entreprises qui vont venir pour créer de l'emploi sur le territoire. C'est fini ça. Peut-être elles viendront après, parce que le territoire aura une identité d'innovation sociale, parce qu'il aura été à la pointe sur ce qui est de la transition écologique. Mais pour l'instant, il n'a pas cette image-là. Donc, les chômeurs ont cette idée que leur travail, il a un sens, on en a parlé, et qu'il va transformer le territoire. Alors, on était très théorique avant, j'essaye d'être un peu plus concret, mais c'est un peu la définition du travail par Hegel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Hegel? Il nous dit le travail, c'est la conscience qui se met dans la chose.
Et j'ai la reconnaissance parce que je vois dans la chose que j'ai transformée, je vois ma propre conscience. Et quand on va transformer son territoire, et quand les chômeurs vont pouvoir, enfin les chômeurs, les personnes privées d'emploi, et c'est le terme est extrêmement important, eh bien, elles voient le résultat de leur travail. Alors, qu'est-ce qu'elles ont repéré? Je vais finir avec ça comme travaux. Alors, ce qui était fait dans ces associations que je citais, mais qui va pouvoir être déployé à grande échelle. Alors, l'entreprise à but d'emploi aura deux pôles. Un premier pôle qui est autour de la transition écologique, avec une première mission, le zéro déchet. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui seront là, employées, se sont données comme propre mission de se dire on va être un territoire zéro déchet, zéro chômeur, mais aussi zéro déchet. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qu'on va enfouir. La question des fenêtres, effectivement, qu'il faut démonter, eh bien voilà, ça fait partie des sujets qui vont être repris. Il y a ce qui est du compostage, donc faire éviter que dans les poubelles, on mélange un peu tout. Bon voilà, il y a une taxe sur l'enfouissement qui va augmenter, eh bien, ça permet de faire baisser les tonnages, donc là, ça intéresse la collectivité. Et il faut... pour une fois, il faut que, enfin, pour une première part, il faut qu'il y ait des personnes qui tapent aux portes pour rentrer à un dialogue, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le tri, aller voilà, faire tout ce travail-là qui est extrêmement important et qui est long, et que voilà, le territoire zéro chômeur permet ça en fait, de supporter un coût que personne ne voudrait supporter pour faire ce travail-là qui est essentiel. Il y a les composteurs collectifs. Voilà, et il y a tout ce qui est autour du recyclage, du réemployage, de la réparation. Voilà, donc ça c'est un premier pôle. Il y a un second pôle qui est autour de la production agricole. Donc on est dans un territoire rural et cette production agricole, elle peut être même parfois assez fine. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui vont toquer chez des grands propriétaires de villas individuelles, d'habitations individuelles, qui ont beaucoup d'espace, voilà, qui ont 3-4 000 mètres carrés devant chez eux, et qui n'ont pas de jardin. Et donc l'idée, c'est d'aller taper chez eux et dire, voilà, on peut mettre en jardin une partie de votre terrain. Nous, ensuite, la production, elle est pour vous. Vous payez le service, mais la production, elle est pour vous. Et il y a une partie de la production, à voir avec vous, on négocie, qui peut être intégrée pour les personnes qui sont dans l'entreprise ou à la revente. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de revente, justement, pour ne pas être en concurrence avec les maraîchers locaux, même s'ils ils ne couvrent vraiment pas les besoins. Et il y a aussi cette idée, il y a une EHPAD qui travaille depuis très longtemps sur le principe de l'économie sociale et solidaire, et donc aussi qui est partenaire de ce projet. Donc la production agricole sur tous les terrains qui vont être remis en fait en production, eh bien, va partir à l'EHPAD. Il faut aussi faire de la transformation, donc ça permet d'avoir une conserverie qui est créée. Donc voilà, il y a tout un tissu économique qui est en train de se mettre en place, où les acteurs se repositionnent les uns par rapport aux autres, parce que enfin on crée du dialogue, et on crée du dialogue autour d'une question essentielle qui est celle de l'emploi. Et immédiatement, cette question elle est posée autour de l'emploi écologique, et elle est posée par les personnes privées d'emploi. Merci beaucoup. Alors justement, vous nous avez parlé d'économie solidaire, de créer des emplois qui ne génèrent pas de déchets, mais j'aimerais bien que Yannick nous éclaire un peu et nous dise quels sont les emplois dont on a besoin pour faire la transition. C'est-à-dire, pas forcément... c'est bien de créer des nouveaux emplois qui ne génèrent pas des externalités négatives, de la pollution, etc. Mais vraiment, où est-ce qu'on a besoin d'emplois pour basculer dans une économie plus responsable à l'échelle locale et également à l'échelle nationale. Merci beaucoup de l'invitation d'abord. Alors je vais essayer de faire le lien quand même justement avec ce qui a été dit précédemment. Sur la première table ronde, il y avait cette question quand même dans la réflexion sur la garantie de l'emploi. C'est aussi l'idée de socialiser et de politiser le choix des secteurs. Donc ça revient à cette question de justement comment orienter vers les secteurs qui ont un impact bénéfique pour la société en général. Évidemment, la question écologique est un des aspects particulièrement importants aujourd'hui, et ce n'est pas le seul.
Et puis, il y a cette question de quel secteur, et puis comment on fait, donc les dispositifs ou les projets, quels sont les bons projets. On n'a pas, j'ai pas par exemple la réponse à ça, et je suis particulièrement intéressé justement à toute cette conversation sur le territoire zéro chômeur longue durée et la réflexion plus globale sur la garantie de l'emploi. Et j'aurais pas peut-être les expériences justement locales et politiques, et on essaye nous donc au Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition bas carbone, de jouer ce rôle politique. Ça a été mentionné tout à l'heure, on n'est pas des politiques, mais on essaie de jouer notre rôle dans la politique pour éclairer le débat sur comment mener cette transition, dans quel secteur, comment, et puis qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'était plus mon rôle en termes d'emploi. On a une partie, évidemment, d'ailleurs, évidemment, comme là je vais le faire, un peu présenter les travaux, puis lobbying, on va voir les députés, les sénateurs, les candidats à la présidentielle, aux législatives, etc. Mais on veut vraiment, au Shift Project et dans ce projet en particulier, travailler avec les acteurs, parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'attendre et qu'on a besoin d'influencer finalement les politiques en travaillant avec les acteurs. Donc je voulais juste faire cette introduction et parler aussi juste de l'association Sœur, encore une fois une association des bénévoles du Shift Project. C'est 15 000 bénévoles qui appuient le Shift Project dans ces travaux, dans la diffusion, dans la réflexion. Donc finalement, les travaux que j'ai menés sur l'emploi, ils se placent dans le cadre d'un plan de transformation, un plan plus global de transformation de l'économie française pour la décarboner. Ça, c'est les objectifs climatiques, mais aussi pour la rendre plus résiliente à la dépendance, notamment aux énergies fossiles, et on en voit l'utilité particulière aujourd'hui. Et puis, avec un troisième objectif dans ce plan, qui est la création d'emplois. Alors, quand est-ce qu'il est né ce plan ? Quand est-ce qu'il a démarré ? Quand tout le monde a voulu faire le monde d'après. On est dans la crise sanitaire, et tout le monde s'est dit, oui, le monde d'après, il faudrait qu'il soit différent. On s'est dit la même chose, comme beaucoup d'autres, et on a voulu faire nous-mêmes notre propre réflexion par rapport à ça, et c'est comme ça qu'est né le plan. Alors, quels sont finalement les principaux ingrédients pour nous d'un plan comme ça, où on se dit comment transformer et inverser les paradigmes et transformer la société pour qu'elle fonctionne de manière globale, de manière soutenable. C'est pas pour nous juste les emplois verts ou les emplois... On pourra en discuter, mais c'est pas pour nous juste les emplois verts ou les emplois verdissants, etc. Ça, ce sont des emplois certainement moteurs, mais c'est toute la société qui doit se transformer. Donc dans cette transformation systémique, il faut avoir la vision de, par exemple, ah oui, on veut utiliser l'hydrogène pour décarboner, et puis comme ça, l'automobile aussi sera verte, et puis tout sera vert, et on fera de tout. Finalement, on n'a pas besoin de faire de choix, puisqu'on va tout décarboner. Par exemple, avec l'hydrogène. Mais sauf que l'hydrogène décarboné, il faut de l'électricité bas carbone pour ça, et quels que soient nos choix nucléaires, renouvelables, ou l'ensemble, et qu'on va mettre tout ça à fond, et on va mettre plein d'argent, il y aura une quantité finie à terme de cet hydrogène-là. Il va falloir faire des choix. Il n'y a pas de niveau infini, comme nous vendent les technosolutionnismes de ces technologies. Par exemple, l'hydrogène, ça parle beaucoup, je pense, dans la conversation aujourd'hui de la transition. Et donc, on ne pourra pas faire tous les secteurs décarbonés de manière infinie. Voilà. Par exemple, l'hydrogène, ça sert potentiellement pour remplacer le charbon pour faire de l'acier à partir du fer. Mais ça sert aussi à décarboner les engrais. On parle d'agriculture, c'est un sujet extrêmement important dans la réflexion, qu'on oublie d'ailleurs souvent dans la partie décarbonation. Et donc, si on utilise une partie pour faire de l'acier plus vert, est-ce qu'on aura toujours assez d'hydrogène pour faire des engrais plus verts ? Mais si on n'en a pas assez, peut-être qu'il faut faire moins d'engrais. Et peut-être qu'il faut réfléchir à changer la façon dont on fait l'agriculture. Donc finalement, quand on fait des propositions pour décarboner l'économie, c'est un mot qui est assez valise, mais qui dit ce qu'il veut dire quand même, il faut chercher cette cohérence. Donc ça, c'est quand même un point important, parce que ça va impacter ce que typiquement, moi je vais dire sur l'emploi. Ce que je vais dire sur l'emploi va dépendre de ce que propose le plan de transformation secteur par secteur. On parle d'isolation, évidemment, des logements, on parle d'agriculture, on parle de transport, on parle d'industrie. Et il y a des arbitrages qui sont faits en fonction de ce qu'on peut faire. On a des ressources limitées, énergie, matière et ressources humaines.
Et à partir de ça, on va pouvoir faire des projections. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, et c'est important, je pense, de le souligner avant d'avancer des chiffres, de dire, voilà, c'est pas une prévision macroéconomique qu'on fait avec une boîte noire, et on réfléchit sur décarboner les secteurs et qu'est-ce qui est faisable. Donc cela étant dit, ce qu'on a pu faire couvrir dans le plan de transformation, c'est à peu près 12 millions d'emplois, donc c'est à peu près 45% de la population en emploi actuellement, en équivalent temps plein. Et donc, ce sont des secteurs, la plupart des secteurs, disons, essentiels pour la décarbonation, transport, énergie, bâtiment, agriculture, je l'ai mentionné. Mais on réfléchit aussi à l'administration publique, la culture, la santé. Hein, on a parlé de santé. Évidemment, le changement climatique, les pollutions, ça impacte la santé. Mais la santé, le système de santé tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est extrêmement consommateur de médicaments qui nécessitent beaucoup de carbone pour les fabriquer, extrêmement consommateur de matériel médical qu'on jette de plus en plus, etc. etc. Donc il y a des réflexions, et ça je le soulignais aussi, qui sont au-delà des secteurs productifs habituels qui sont dans le plan de transformation. Donc cela étant dit, à quoi on aboutit dans nos calculs sur de combien de gens on a besoin, dans quel secteur. Alors, sur les 4 millions d'emplois, pour nous, qui sont les plus concernés par des mouvements en volume, hein, parce que, par exemple, l'administration publique, c'est plus une question de... Il va y avoir des changements de compétences, d'organisation, de pratiques, mais on ne fait pas des propositions fondamentalement sur le nombre. Voilà, on pourrait en discuter. On n'a pas, nous, des propositions fondamentalement sur le nombre de gens qui travaillent dans l'administration, mais plus sur la façon de mener les choses. Mais sur les 4 millions d'emplois, donc typiquement industrie, encore une fois, agriculture, transport, bâtiment, on a une croissance de l'ordre de 300 000 emplois nets par rapport à nos propositions à 2050. C'est pas beaucoup, 300 000 par rapport à 4 millions, c'est déjà positif, on peut dire, mais finalement, ça cache l'essentiel, c'est-à-dire que faire la transformation bas carbone, c'est beaucoup de destruction d'emplois potentiellement qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer, il faut accompagner justement ces gens et ne pas dire ah ben non, c'est le marché qui va faire les choses et puis on verra bien. Non, non, il faut anticiper sur ce qu'il faut faire pour diminuer la taille de certains secteurs. Et ce n'est pas contre les gens ou les secteurs, c'est que l'automobile, il va falloir utiliser moins sa voiture. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, il faudra acheter moins de voitures et donc moins d'emplois dans l'automobile. Mais il y a aussi des gisements d'emplois, donc 800 000 emplois détruits et plus donc environ 1 100 000 emplois créés. Donc j'ai parlé de l'automobile dans les destructions, c'est un des secteurs, je peux y revenir en détail plus tard peut-être. Dans les créations, l'agriculture, c'est un secteur absolument essentiel. L'agriculture, avec l'agro-industrie, c'est quasiment un quart de nos émissions aujourd'hui. C'est absolument significatif. On n'y pense pas spécifiquement. On se dit oui, il y a les transports en premier, mais l'agriculture, avec l'agro-industrie, c'est le deuxième. Et si on veut sortir justement d'un modèle où on est à la fois extrêmement dépendant des énergies fossiles, le gaz, soit on importe les engrais de Russie, soit on importe le gaz de Russie pour faire des engrais, et c'est extrêmement émetteur de carbone, plus les émissions des engrais une fois mis en terre des engrais, qui sont donc du coup extrêmement importants. Et donc il faut revenir, on le démontre finalement, pour décarboner, il faut venir à un modèle beaucoup plus intense, ça a été dit tout à l'heure, beaucoup plus intense en emploi, et avec des pratiques qui sont extrêmement différentes, et où on sort du tout tracteur et de la robotisation des tracteurs dont on nous parle, etc. Donc, ce qu'on chiffre, c'est à peu près 500 000 emplois, un besoin en main-d'œuvre de l'ordre de 500 000 emplois dans la production agricole et dans la production artisanale autour de l'agriculture, parce qu'évidemment, il va falloir repenser, on en parle depuis longtemps, mais ça ne se fait pas en profondeur du tout, la répartition de la valeur ajoutée dans l'agriculture. Donc une petite partie du problème, c'est justement relocaliser les activités de production à la ferme pour que l'agriculteur aussi tire un peu plus, une plus grande partie du revenu. Mais c'est une petite partie du problème, évidemment. Mais donc tout ça, il faut un modèle agricole qui permette de donner les moyens à l'agriculteur de recruter le nombre de personnes et d'avoir justement cette main-d'œuvre formée aux pratiques agroécologiques pour pouvoir réussir ce modèle transformé. Il y a donc les chiffrages détaillés, on pourrait en revenir, n'hésitez pas sur les questions, mais il y a beaucoup d'emplois à créer dans la cyclo-logistique. Le dernier kilomètre en camion, c'est extrêmement inefficace énergétiquement. On économise un facteur 10 sur l'énergie pour une tonne transportée sur 1 kilomètre en ville.
entre un camion et un vélo, et avec une efficacité dans le transport. On ne va pas beaucoup moins vite finalement quand on est en ville avec un vélo à assistance électrique qu'avec un camion. Et puis on se gare peut-être un peu plus facilement, pas beaucoup, l'espace reste important. Mais, par exemple, évidemment dans la rénovation énergétique du bâtiment, mais là encore, le chiffrage, il va s'appuyer d'abord sur des propositions très précises du plan de transformation, où on va dire, oui, on fait 2 millions de gestes de rénovation aujourd'hui, mais en fait, c'est une mauvaise utilisation de la main-d'œuvre. On fait travailler des gens, c'est très bien, mais en fait, on a un résultat sur la baisse des consommations énergétiques qui est extrêmement faible. Et donc, comment on forme les gens, comment on aide les gens à se former, comment on les aide à travailler ensemble, comment on aide les entreprises du bâtiment, et notamment les petites entreprises du bâtiment, à se coordonner entre les spécialistes de l'isolation des fenêtres, les spécialistes de l'électricité, etc., etc., ce qui n'est pas fait du tout aujourd'hui. Donc, cette réflexion, elle rentre dans le cadre de ce qu'on propose. Et finalement, l'idée, c'est remobiliser les ressources humaines vers des rénovations globales efficaces et pas juste changer une fenêtre, encore une fois, ou changer la toiture. Et malgré ça, il va manquer 100 000 emplois. Donc voilà, donc il y a un volume, 100 000 emplois à 2050 pour arriver à 1 million de rénovations efficaces par an. Mais il y a toute la réflexion compétence qui va avec. Donc finalement, quand on prend ce tableau global, donc voilà, les baisses, les hausses dans différents secteurs, il y a un point qui vient à l'esprit de manière assez essentielle, c'est les transitions entre secteurs. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut accompagner, évidemment, résorber le chômage autant que possible, et puis ceux qui sont déjà dans un secteur mais qui doit décroître, comment les accompagner vers un secteur qui va croître. Et c'est là aussi où l'initiative comme les territoires zéro chômeur, c'est un mécanisme qui m'a interpellé, et la garantie de l'emploi, évidemment. Quel est le potentiel pour faciliter ces transitions? Parce que quand vous parlez aux syndicats, et typiquement, et ça a été dit, c'est une des choses majeures à faire, c'est parler aux représentants des salariés aujourd'hui sur comment on fait, et aux salariés évidemment, mais après c'est bien sûr plus simple de parler d'abord à leurs représentants. Et comment on fait ces transitions? Et si vous discutez avec les syndicats, ils vous disent mais les salariés, ils sont motivés pour se reconvertir, ils sont absolument conscients de la transition écologique, et y compris à tous les niveaux. Ce n'est pas les gens soi-disant plus éduqués. Non, c'est à tous les niveaux qu'il y a une conscience, et il faut accompagner les gens, mais ça demande du temps. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut pouvoir accompagner les gens déjà en collectif, et je pense que le terme est revenu assez souvent précédemment, c'est l'individuel versus le collectif. On ne peut pas juste dire on va se distribuer des CPF, des subventions individuelles à la formation, et puis tout va bien se passer. Comment on accompagne le collectif? Et donc ils nous disent, nous on est terriblement déçus de voir qu'on détruit des emplois dans la fonderie pour faire les pots d'échappement, les pièces automobiles des moteurs thermiques. Et dans le vélo, on lui dit oui, on peut que assembler des vélos, on a importé toutes les pièces d'Asie parce que on n'a pas les compétences en fonderie. Là, on dit peut-être qu'il y a un problème. Et donc tout ça. Ça ramène à quoi? Au rôle, c'est une question qui a été très bien introduite initialement, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État dans l'organisation de tout ça. Et le rôle de l'État dans l'organisation des secteurs et des transitions entre secteurs, ça s'appelle la politique industrielle. Alors c'est un terme qui peut être interprété de plein de façons, mais c'est vraiment l'État qui prend en main de comment on recompose et où est-ce qu'on veut collectivement arriver, donc c'est ce côté politique, et comment on appuie vraiment une recomposition des secteurs pour aller vers ceux qui ont besoin de main-d'œuvre et accompagner les gens, évidemment, dans cette transition. Et donc, on a des propositions par rapport à ça. Les appuis aux entreprises, ça a été mentionné tout à l'heure, qui seraient plutôt groupés, qui seraient évidemment conditionnés à des approches et à des secteurs qui soient compatibles avec la transition. Il y a des questions de gouvernance, et c'est intéressant de discuter sur la situation de la Belgique, parce que finalement, on a en France un processus de décentralisation qui commence maintenant à dater un petit peu, qui s'est un petit peu accéléré, mais on voit bien que c'est très parcellaire, c'est à trous. On peut se dire, oui, pour faire la transition, il faudrait être beaucoup plus directif. Mais non, il faut discuter, mais il faut pouvoir discuter avec l'efficacité. Donc, on n'a pas une solution définitive, mais on peut se dire, tiens, à l'après-guerre, on avait des contraintes énergétiques et matériaux importantes. On était dans une situation finalement qu'on pourrait dire pas aussi éloignée que ça de ce qu'on commence à vivre en tout cas, et qui va s'aggraver. C'est un peu bien sûr ce qu'on prévoit nous, et on a des analyses sur ça.
Est-ce qu'un commissariat au plan rénové avec les capacités qu'il faut pour faciliter le rôle, la coordination entre les régions et l'État et les territoires, et faciliter, c'est pas un commissariat au plan avec un plan où on sait où on va aller et ça va se passer comme ça. On a une idée des arbitrages à faire, on a une idée de là où faut aller, faut pas aller, comment on organise les conversations, les diagnostics partagés. J'ai bien aimé cette phrase tout à l'heure, les diagnostics partagés pour aller ensemble vers ces choses-là. Et avec un rôle pour l'État, encore une fois, directif, par la réglementation, par les appuis bien placés, j'ai envie de dire, et puis par la conditionnalité des aides. Peut-être un dernier mot, c'est les évaluations qui ont été faites sur les appuis aux entreprises. On a parlé de CICE, de crédit, impôt, compétitivité entreprise, ces allégements de charges finalement pour les entreprises, qui sont allés essentiellement aux grandes entreprises avec une inefficacité absolument totale. Enfin, c'est des analyses de France Stratégie, hein, c'est pas du tout, on ne s'appuie pas sur... et donc, les petites entreprises. Encore une fois, il y a une priorité aussi à appuyer sur les petites entreprises qui, notamment en ressources humaines, ont le plus de mal à faire ces appuis à la formation des gens, à les accompagner. Donc, il y a ce prisme aussi petite entreprise qui est particulièrement important. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Je vais redonner la parole à Cécile pour peut-être un dernier point, parce que vous nous avez quand même parlé de la complexité belge. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les principaux obstacles avant que les initiatives dont on a pu parler aujourd'hui puissent se matérialiser, et surtout qu'elles puissent se matérialiser dans le sens de la transition écologique que l'on appelle tous de nos voeux? Ouais. Pour répondre à cette question, je ne sais avoir qu'une vue parcellaire, parce que moi, je ne suis pas dans un collectif local qui est en train de mettre en œuvre. Donc, il y a encore des difficultés à ce niveau-là, dont moi, je ne sais pas parler. Par contre, ce que je peux vous dire, et je pense que c'était aussi la question qu'on m'adressait, c'était d'essayer d'avoir une vision un peu nationale, un peu macro. Et du coup... malheureusement, la question institutionnelle belge a son importance, et donc pour essayer de soutenir votre attention, j'ai proposé 2-3 dias. Donc en Belgique, on parle de la lasagne institutionnelle. Parce qu'en fait, on a plusieurs couches de pouvoir qui se superposent avec chacun. Donc, il n'y a pas de supériorité des lois entre le fédéral et les entités fédérées. Les entités fédérées, ce sont les régions et les communautés. Et donc, vous pouvez passer à la deuxième dia. C'est un PDF, donc il faut faire des coups déroulés. Donc, on a les lois normalement, c'est en dessous. Mais non, c'est au-dessus. Voilà, vous les avez comme ça. Donc, les lois du fédéral vont concerner certains éléments. Les lois des régions et des communautés vont concerner d'autres éléments. Les règlements provinciaux et communaux vont concerner encore d'autres éléments. Et évidemment, ce serait beaucoup trop simple si les différentes régions, communautés se superposaient. Mais ce n'est évidemment pas le cas. On peut passer à la troisième qui explicite encore différemment. Donc, on voit... Ah ben non, on ne voit pas en fait. En haut à droite, donc la Belgique, c'est l'ensemble du pays. Les communautés, c'est là où on parle français, néerlandais, allemand. Et la région, ce sont les territoires. Donc le territoire, région flamande et communauté flamande se superposent. La région wallonne englobe une partie de la communauté française, mais aussi la communauté germanophone. Et la région de Bruxelles-Capitale est bilingue en plein milieu. C'est le petit rond bleu clair. Mais donc on ne voit pas ce qui est tout à fait à droite. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on parle emploi en Belgique, on a 4 ministres de l'emploi. Donc on a un ministre de l'emploi, rigolez pas, on a 9 ministres de la santé. Donc on a un ministre fédéral, et au fédéral, la compétence, c'est tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est cotisation sociale, sécurité sociale, mais aussi donc évidemment ce qui est impôt. Et je vous en parle parce que je vous disais qu'une des formes de financement de la région des territoires zéro chômeur, c'était le précompte, donc sur les impôts. Les impôts, c'est fédéral.
Mais donc tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est CCT national, ça se passe au fédéral. Ensuite, quand on parle emploi, pour une partie de l'emploi, ça se passe au niveau de la région. C'est tout ce qui est l'accompagnement des chômeurs, la remise en emploi, les entreprises de formation vers le travail, l'insertion socio-professionnelle, la formation en alternance. Attention, la formation de base, donc éducation, c'est communauté, c'est autre chose. Mais donc tout ce qui est formation en alternance, mais aussi tout ce qui est contrôle des chômeurs, donc c'est-à-dire qu'ils cherchent de l'emploi, qu'ils restent dans les conditions pour garder leurs allocations. Donc tout ça est du ressort de la région. Ensuite, évidemment, les provinces et les communes peuvent prendre des initiatives, mais alors là, elles doivent se soumettre aux autres règles. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les régions ne peuvent pas décider, ah ben super, nous allons toutes seules faire un territoire zéro chômeur et décider que ces chômeurs-là, ces personnes privées d'emploi, on ne va plus les contrôler, on ne va plus vérifier qu'ils sont dans les conditions, parce qu'en fait, c'est une réglementation qui vient d'ailleurs. Ceci étant dit, ça vous permet de comprendre non seulement la difficulté propre à la structure institutionnelle, mais aussi peut-être de comprendre que comme on vit dans un monde médiatique et linguistique très différent en Flandre et en Wallonie, il y a une culture qui est différente par rapport au travail. Le rapport au travail et le rapport à l'emploi n'est pas le même en Flandre et en Wallonie. C'est pas tout le monde, c'est pas partout, mais globalement, en moyenne, on a des tonalités différentes. Et là, la plus grande illustration de cela, c'est qu'en Wallonie, dans la déclaration de politique régionale, on retrouve les territoires zéro chômeur, et en Flandre, on retrouve le travail obligatoire des chômeurs. On est dans une... Voilà, c'est autre chose. Ils développent d'autres stratégies face au chômage. Je vous disais, 4% de chômage en Flandre. Ils ne sont pas confrontés en Flandre aux mêmes problèmes qu'en Wallonie. Mais nous, au fédéral, puisque moi je suis députée fédérale, nous, au fédéral, on doit prendre des lois pour l'ensemble de la Belgique. Donc on a, évidemment, compromis à la Belge, mis dans l'accord de gouvernement qu'il pourrait y avoir des politiques asymétriques en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Et c'est dans ces politiques asymétriques qu'on retrouve le territoire zéro chômeur. Autant vous dire que la contagion culturelle et le fait de rassembler tous les acteurs, au niveau dû à la structure institutionnelle, mais aussi à la différence de pratiques et de vie et de culture autour de l'emploi, eh bien, c'est très difficile de rassembler tous les acteurs autour d'un même constat. Donc, dans les difficultés... voilà, donc j'ai parlé de ça. Dans les difficultés, il faut qu'il y ait un vivier local vivant. Tu disais, il a fallu 1 an de café entre 8 et 9 pour qu'après 1 an, ça semble totalement évident. Bah oui, évidemment, on va faire du territoire zéro chômeur. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est fait en amont. Ça veut dire aussi que parfois, il faut le financer. Il n'y a pas toujours des bénévoles pour le faire. Il faut pouvoir intégrer ça dans les financements. Enfin, je trouve que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Donc dans les difficultés, c'est la préexistence du vivier local. C'est exactement, je trouvais l'expression très belle, c'est comment on organise le diagnostic partagé. Comment on organise ce diagnostic partagé où on est tous autour d'une table et on se dit tous, ben oui, évidemment, on va le faire. Il faut partager une série de constats, il faut partager peut-être aussi une vision, même si, en fait, quand on ne partage pas la vision, on peut parler des chiffres. Quand je vous disais, il y a des études qui ont été faites qui montrent que c'est rentable. En fait, quand on ne partage pas la vision, ce qui est le cas avec certains de nos partenaires, par exemple au fédéral, puisque nous, on est partenaire aussi avec les libéraux du Nord et du Sud de la Belgique, eh bien, eux, on ne partage pas du tout la même vision par rapport au chômage, aux chômeurs et à la façon de revenir dans l'emploi. Par contre, quand on peut s'appuyer sur des études des UNIF qui disent « Attention, ça va coûter 40 000 €, mais vous allez en récupérer 26 000 et puis ça va augmenter et après quelques années, ça va être totalement bénéficiaire », là, on a de quoi, on a des arguments. Et effectivement, quand on ne partage pas une vision, il faut fournir des chiffres et ça, c'est vraiment, je trouve, un des grands apprentissages aussi de cette démarche, même si les chiffres ne suffisent pas toujours, puisque ces études existent quand même depuis un certain temps. Juste pour vous dire qu'en fait,
Par rapport au vivier local, c'est important de partager une vision. Ah oui, j'avais noté ce que j'entends, moi, au Parlement fédéral, c'est des collègues flamands qui disent, donc des nationalistes, hein, mais qui disent oui, mais on en a marre que les travailleurs flamands payent pour les chômeurs wallons. Et donc, ils le disent, et sans complexe, et tout le temps. Donc voilà, ça c'est vraiment la phrase qui me fait bondir. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais... je vous ai parlé des difficultés, mais alors du coup, je rebondis sur aussi les éléments juste fabuleux et juste ébouriffants aussi par rapport à ces projets. C'est la ténacité des acteurs, et ça, vous l'avez vraiment dit. C'est le fait que justement, il existe un vivier local et qui vit, et que les gens se rencontrent, les gens se parlent, ils partagent une vision, ils partagent un diagnostic. C'est le fait que ça marche, puisque à terme, les coûts sont négatifs pour la collectivité. Ils rapportent à la collectivité. Je trouve intéressant de rentrer dans une logique où on ne donne pas un emploi, mais où la personne devient actrice de son emploi. C'est vraiment une autre logique que ce qu'on a beaucoup fait en Belgique. Un autre élément qui apparaît vraiment très très fort quand on parle de l'agriculture, c'est la capacité du territoire à devenir résilient. On est au milieu des crises économiques, climatiques, sanitaires. On va encore en manger de toutes les couleurs. C'est essentiel de relocaliser notre économie, d'être résilient, d'avoir des territoires où les gens se parlent, se connaissent, sont acteurs du territoire et sont capables d'être résilients. Et c'est donc en fait la question de comment on fait vivre le collectif et donc comment chacun peut être acteur de ce projet. Voilà, je suis désolée, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais comme ça m'a permis aussi de parler des aspects hyper positifs qu'on peut identifier grâce aux territoires zéro chômeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à vous entendre, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais Sébastien, tu vas peut-être nous dire, parmi toutes ces bonnes volontés, laquelle a mis le plus de temps à converger? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le public? Qui finalement t'a opposé le plus de résistance? Alors, pas à moi, hein, à poser la résistance on va dire, au collectif. Parce qu'on a parlé les matinales de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce groupe-là, en fait, qui est un groupe d'associations, de citoyens qui s'est mobilisé, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, il faut ensuite élargir. Et du coup, ce qui est vrai, c'est qu'il faut arriver à identifier, quand on porte ce type de projet de territoire, quels sont les acteurs. Mais alors là, on parle vraiment des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, ça va être très différent d'un territoire à un autre. Dans un territoire comme le nôtre, par exemple, la direction régionale de l'emploi, la personne qui était très sensible à cette question-là. Mais celle de Pôle emploi, pas du tout. Donc, alors qu'un territoire à 200 km, c'était le contraire. Voilà. Donc, il y a ce repérage-là à faire. Quels sont les alliés objectifs dans le territoire qui permettent d'avancer. Et donc, parmi les difficultés, j'étais dans une majorité. Et en fait, quand je présente le projet dans ma majorité de l'ODEV, de la municipalité de l'ODEV, on me dit, mais il ne faut pas faire rêver les gens. Bon. Alors, comment on fait? Voilà. Donc, du coup, d'où l'idée d'essayer de passer par l'extérieur, c'est-à-dire par les associatifs, mais il faut quand même passer par des délibérations. Donc, à partir de là, je suis passé par un autre niveau, qui est la communauté de communes, qui est un peu au-dessus. Et donc, j'ai cherché l'appui des villages autour de la ville et qui a imposé ce sujet, en fait, à la ville. Voilà, donc bon, alors imaginez, c'est quand je disais ancien élu, c'est parce qu'on peut faire des choses qui parfois sont désagréables à certains, qu'on se retrouve dans des oppositions et peut-être en dehors, mais la manière dont les choses ont été construites, avec les acteurs qui ont porté cette dynamique, en fait, ont pu continuer à la porter. Et donc le projet sur 4 ans finalement, à partir du moment où on commence, j'ai cette idée-là et j'ai dit, tiens, je vais la faire germer d'ici un an et demi, et le moment où le dossier est déposé, c'est-à-dire actuellement, il y a 4 ans. Donc aussi des éléments extrêmes. Alors c'est extrêmement important de faire ça, Laurent Grand-Guillaume l'a dit tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que ça parte vraiment de chaque territoire, que ce n'est pas un dispositif qu'on cale avec une recette. Non, il faut vraiment que ce soit porté par les acteurs. Mais du coup, le temps,
c'est une contrainte extrêmement forte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des personnes qui portent le projet de manière bénévole, beaucoup, mais aussi financière. Il faut quand même quelqu'un qui rédige le projet, qui sait monter, faire de la dynamique de groupe. Voilà, c'est des métiers aussi. Donc il y a une alchimie à trouver qui fait que s'il n'y a pas tous ces éléments-là, eh bien, ça peut ne pas prendre. Et les gens peuvent se désespérer. Et finalement, donner raison à ceux qui disent « mais on ne va pas faire rêver les gens ». Donc voilà, c'est le point de blocage, il est aussi, je crois, dans les représentations. Et on a parlé le travail-emploi, la différence, et c'est une chose extrêmement importante en fait dans ce qui est possible dans le territoire zéro chômeur, c'est-à-dire dans les entreprises à but d'emploi, qui ne fabriquent rien du tout sauf de l'emploi. C'est une entreprise à but d'emploi, elle fabrique de l'emploi. Ça veut dire qu'on va dissocier, ça n'a pas été dit, mais on va dissocier l'emploi et l'activité, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs travaux. En fait. Et on retrouve, et ça on peut le lire dans le beau livre qu'a écrit Gérard Noiriel sur l'histoire populaire de la France, et que j'ai pu vérifier quand on regarde localement, en tout cas ça existait localement sur l'industrie quand elle existait sur l'ODEV, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas qu'un seul travail. En fait, ils allaient à l'usine, mais c'était des petites unités en France, beaucoup plus petites qu'en Belgique, par exemple, où l'industrie a été beaucoup plus massive. Eh bien, les gens avaient toujours une terre à cultiver. Et parfois, le problème pour les employeurs, c'était d'avoir, sur certaines périodes, leurs employés qui viennent, parce qu'ils étaient dans les champs. Et notamment, dans la semaine, il y avait toujours un jour ou deux où l'employeur, le patron, attendait que les... Au revoir. À bientôt. Merci. Ben non, j'ai trouvé que c'était dommage. Et donc, il y a toujours un moment où l'employeur, en fait, était en attente de ses employés parce qu'il faisait autre chose qui était prioritaire, puisque le cycle naturel commandait à aller sur les terres. Et donc, c'est aussi cette manière-là aussi de pourquoi aussi c'est difficile dans certains secteurs d'activité que les gens travaillent à plein temps dans ces secteurs. C'est parce que on dit, il y a une tâche, tu dois faire toujours cette même tâche et tu vas te limiter à ça. Tandis que dans une entreprise en but d'emploi, on peut varier les activités. On peut passer de l'agriculture au service de taxi à la demande pour des questions avec des critères de revenus, à ensuite faire des petits murets en pierre sèche. Voilà. Donc il y a tout un tas d'activités qui peuvent être faites par les uns et par les autres. Et c'est ce qui permet en fait de mettre, je disais tout à l'heure, de mettre le territoire en projet, parce que le pari qui est fait, c'est que quand on va remettre des terres en culture, ça va donner l'idée à d'autres de débloquer leurs terres. Et donc on va passer à un niveau, parce que l'idée c'est aussi de montrer que le territoire a un potentiel. Il est vu comme étant un territoire déprécié, périphérique, qui ne peut plus rien produire. Et bien là, il y a la démonstration que l'on peut à nouveau produire, que la reconstruction du pays, elle se passe dans ces territoires-là. Et une fois que cette preuve est faite, eh bien, je suis certain que des acteurs privés vont venir sur ces activités-là. Mais je vais donner un tout petit exemple. Je parlais des murs en pierre sèche. Je suis allé à Jouques, donc il y a un territoire zéro chômeur constitué donc, depuis 5 ans, et une personne donc, qui ne travaillait pas depuis extrêmement longtemps parce qu'elle avait un problème d'alcool. Et donc elle est employée, et elle dit « mais moi je ne travaillerai que le matin ». Alors, elle commence, et puis au final, elle dit non, mais en fait, ça me plaît, je vais travailler toute la journée, en fait. Et ce que je vais faire, il n'y a plus de personne qui fait des murs en pierre sèche, alors que c'est localement, c'est ce qu'il y a de manière très répandue, donc je vais faire ça. Alors, il commence à faire ça, à faire plusieurs chantiers, et puis au bout d'un moment, il y a les maçons du coin qui viennent taper à l'entreprise, à l'EBE, et dit mais là, vous êtes en train de faire quelque chose qui est de notre activité. Mais elle dit, mais ça fait des années que vous ne le faites plus.
Et donc, du coup, il y a un dialogue qui rentre entre ces entreprises et le BE. Et du coup, il y a une répartition qui se fait. Les gros chantiers sont faits par les entreprises et les petits chantiers sont faits par le BE. Et donc, voilà un petit exemple, mais il y a tout un tas et je pense que la question agricole, elle est centrale là-dessus, de démontrer qu'en fait, il y a des activités qui ont été abandonnées, que l'on peut reprendre et qui vont permettre justement de relancer les territoires dans la production et aussi dans l'emploi. Merci beaucoup. Je vais peut-être poser une dernière question à Yannick avant d'ouvrir les questions de la salle. On a parlé emploi, on a parlé écologie. Le Shift, c'est une entreprise de lobbying. Dans quelle mesure aujourd'hui, ou en tout cas, ça fait pas. Voilà, on peut se dire les choses. Dans quelle mesure aujourd'hui, en fait, l'emploi, ou les potentielles destructions d'emplois impliqué par la transformation de l'économie est quelque chose qui vous est opposé systématiquement, et à quel niveau? Alors, paradoxalement, non, pas du tout. En fait, c'est justement un argument de crédibilité. C'est de dire, on ne va pas faire semblant que la transition écologique, ça va être beau, ça va être gentil, et tout va être parfait. On a, comme j'ai un peu mentionné, on a beaucoup discuté avec les syndicats, donc on a construit nos travaux en général sur la transformation bas carbone, et en particulier bien sûr moi sur l'emploi, avec les acteurs économiques, avec les syndicats, notamment dans les acteurs sociaux, mais aussi le patronat. Et le retour qu'on a eu, c'est oui, finalement ça nous parle, ces ordres de grandeur, qu'il y ait des destructions de cet ordre-là, ça nous paraît un peu, enfin voilà, ça nous surprend pas, enfin ça nous paraît pas anormal. Vos calculs sont intéressants et on pense que oui, il y a des chances que ce soit à peu près ça, quoi. Donc après, ils font confiance évidemment. Oui, ils peuvent aller regarder. C'est assez. Encore une fois, c'est pas des calculs d'économistes où on a un modèle et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et puis on a mis 1% de productivité derrière. En l'occurrence, on a mis 0% de productivité dans nos modèles puisque on aura moins d'énergie, donc moins de machines, donc moins de productivité, pour la faire simple. Donc on a dit croissance productivité. On parie pas sur ça en tout cas. Sur 30 ans, on parle de longue durée. Et donc pas de croissance, on prévoit pas, on s'appuie pas sur un présupposé de croissance qui tirerait tout ça et tout sera beau, tout sera gentil. Et donc finalement, les retours sont positifs, notamment des syndicats finalement qui disent bah oui, va falloir nous aider, il va falloir aider les salariés. Et c'est ça aussi le message qu'on veut passer, c'est si on veut faire les choses sérieusement et arriver au résultat qu'on veut, la décarbonation. Bah oui, l'automobile, il faudra s'en passer, et donc il faudra se passer d'acheter autant de voitures. Même si on relocalise, on propose de relocaliser, on fait des propositions, faire les batteries en France pour qu'elles soient aussi moins carbonées, c'est pour l'emploi mais aussi pour le carbone, etc., etc. Il y aura des emplois de service au niveau des stations de recharge, etc. Mais il y aura au final 300 000 emplois, le chiffre, l'ordre de grandeur, on ne prétend pas justement avoir un chiffre exact, mais c'est à peu près 300 000 emplois détruits. Comment on accompagne les gens? Donc finalement, la réception est plutôt positive. Si on parle du patronat, eux aussi disent oui, ok, voilà. Après, ils vont dire oui, mais bon, c'est peut-être une vision un peu négative. Mais finalement, ils ont du mal à dire c'est n'importe quoi. Hein. Ils ont du mal à dire c'est n'importe quoi. Donc on nous l'a pas vraiment opposé. Après, c'est plus dans le discours qu'il y a derrière où tout le monde ne va pas dire évidemment la même chose. Mais on ne nous a pas vraiment opposé ça comme un argument. Voilà, ce que vous proposez, c'est pas bien. Alors, il y a une chose, je dois le dire, je reviens à ce sujet, c'est de l'agriculture. On a du mal à se dire 500 000 emplois, alors que les gens partent. 500 000 emplois, c'est ce qu'on a perdu sur les 30 dernières années. Et là, on dit il faudrait 500 000 emplois de plus. Alors moi, je le vois positivement. Je me dis, finalement, dans les années 90, on n'était pas un pays agricole. Hein, donc, c'est pas un retour à la lampe à huile, hein, pour paraphraser personne. Donc voilà, c'est pas un modèle, disons, primaire de l'économie. Ça, c'est une chose. Et puis le rythme, c'est vrai l'exode rural a été massif, mais il s'est fait sur très longue durée, un petit rythme. Inverser la tendance, c'est extrêmement difficile. On ne prétend pas le contraire, et c'est pour ça qu'on propose aussi un modèle économique derrière. Mais finalement, sur la durée, ça se fait quelque part. Et donc, encore une fois, pour répondre à la question, les destructions d'emplois et les créations aussi, les réactions, c'était dans les deux sens. Du moment que tout ça, on le présente de manière cohérente, on a du mal à dire c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Alors, on ne prétend pas avoir le plan unique et la solution unique, mais par contre, ce qu'on dit, c'est il faut cette cohérence. Nous, ce qu'on demande, c'est ça, c'est qu'il va falloir planifier dans le sens
il faut faire sur du long terme. On ne peut plus faire des choses à court terme et tirer par là et on ne sait pas où est-ce qu'on va être emmené par le marché parce que voilà. Non, il faut pouvoir dire où est-ce qu'on veut aller. Il faut avoir une méthode pour y aller. Il faut être cohérent dans ce qu'on propose. Encore une fois, dire on va pouvoir continuer la voiture comme avant parce qu'on aura l'hydrogène à l'infini. Non, et l'avion pareil. L'avion à hydrogène, bah oui, ok, prenons les hypothèses des industriels. On va faire l'avion en 2050 ou non, peut-être en 2035 ou peut-être en 2030. Bon, allez, soyons optimistes. Et puis on va renouveler tous ces avions parce que pour faire l'avion hydrogène, enfin, on fait l'avion hydrogène et après, il faut changer les anciens avions. Donc ça coûte cher. Hein, donc ça se fait pas très régulièrement. Disons qu'on va le faire rapidement. On prend les meilleures hypothèses. C'est ça notre... ça a été dit tout à l'heure, les chiffres. On ne fait pas tout avec les chiffres, mais on peut poser un débat avec les chiffres. On prend les meilleures hypothèses des industriels. On prend leurs hypothèses, leurs objectifs de croissance de 4% par an du trafic aérien à partir de 2024, une fois qu'on est sorti du Covid, en tout cas selon leurs prévisions, ben ça ne marche pas. C'est-à-dire que la technologie ne va pas marcher toute seule. Si on a une croissance exponentielle, 4% par an chaque année, on ne s'en sort pas. Et donc on dit, ben, il va falloir modérer. Il va falloir modérer la croissance. Et si on fait un calcul un peu simple sur les emplois, ben oui, il va falloir gérer des baisses d'emplois qu'il faut anticiper maintenant. Ne pas dire à des gens, vous allez aller dans l'aérien aujourd'hui et ce sera la carrière de votre vie. Aller dans l'aérien, il y a des beaux métiers, il y a des tas de choses à faire, y compris dans les technologies, mais il faut accompagner les gens pour qu'ils se préparent à éventuellement changer de métier, aller vers d'autres métiers, etc., etc. Et donc voilà, on ne dit pas qu'on a une arme absolue, encore une fois, c'est pas ça du tout que je veux dire. Je veux dire que la réception a été plutôt bonne, même pour des gens qui ne sont pas forcément... au départ réceptif à l'idée de ce qu'on propose, hein, y compris les aspects de sobriété. Je n'ai pas prononcé ce mot, il est absolument essentiel. On ne s'en sortira pas, et c'est ce que je viens de dire sur l'aérien. Mais finalement, voilà, on s'en sort pas trop mal. L'échéance suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain avec ça. Et on n'a pas du tout fini le travail, donc on espère pouvoir justement s'appuyer sur ce qui se passe sur le terrain pour un peu apporter des choses un peu plus concrètes. Merci beaucoup.